Bienvenue dans ce nouvel épisode du Laboratoire. Je suis Daniel Meury-Thomas, journaliste télé devenu média-trainer. Et aujourd'hui, vous allez voir que la promesse du podcast apprendre, comprendre et se détendre à l'oral va se réaliser puisque mon invité est le professeur Michel Lejoyeux pour L'aventure de la bonne humeur, le livre qui vous apprend à être heureux. Alors, professeur, vous enseignez notamment la psychiatrie en plus de l'exercer dans le service public. Je suis vraiment heureux de vous avoir pour qu'on partage autour de ce livre qui m'a rappelé un bouquin, celui de Constantin Stanislavski, La construction du personnage. C'est le même principe. Sous couvert d'une fiction, les fondamentaux d'un domaine sont transmis. Puisque votre héroïne, Maria, est une pianiste, à partir du moment où nous côtoyons et nous vivons au rythme des doutes, de la petite voix qui va tuer à petit feu la confiance de Maria, nous découvrons l'univers de la musique. Premier enseignement dans cette aventure de la bonne humeur, c'est que la musique, ça adoucit l'humeur. Très clairement. La musique, ça nécessite d'abord de l'émotion soi-même. C'est pour ça que j'ai voulu que le personnage soit une pianiste, parce que si vous n'êtes pas capable de transmettre votre émotion, évidemment, il y a pas de musique. La musique, c'est aussi quelque chose qui renvoie au rythme et à la vitesse. Et quand on est gai, on est rapide. Quand on est triste, on est lent. Donc, un des marqueurs objectifs de nos états d'âme, c'est vraiment le ralentissement ou l'accélération. Et puis par ailleurs, la musique est un formidable producteur de bonne humeur. D'antidépresseurs, ça augmente même le goût sucré. Vous savez, c'est une étude italienne dans le bouquin qui a fait manger des glaces à des Italiens et plus c'est extrapolable à tout autre pays, évidemment. Plus vous écoutez une musique qui vous plaît, plus vous trouvez votre glace sucrée. Donc, un conseil sur la musique, ne prenez pas les prescriptions de musique qui ne vous plairaient pas sous prétexte qu'elles seraient bonnes pour l'humeur. Faites-vous plaisir avec vos musiques et chacun a les siennes. Vous citez ces travaux en Italie. C'est ça qui est très intéressant dans le livre, c'est qu'il est bourré d'études, d'informations. Pas besoin de s'abonner à Cerveau et Psycho. Il y a ici un condensé pour moi de nouveautés, notamment le fait que on peut accompagner, aider au développement de prématurés grâce à de la musique, et plus particulièrement les sonates pour piano de Corelli. Oui, alors ça, c'est étonnant. Alors, il n'y a évidemment pas eu d'études comparatives. Vous voyez, on ne peut pas comparer Corelli et Mozart, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les services de réanimation qui sont confrontés à des grands prématurés utilisent la musique comme un facteur de maturation cérébrale et probablement aussi comme un facteur antalgique. Mais j'avais envie de dire, au-delà de la musique, quand quelque chose vous concerne vraiment, quand vous êtes dans l'instant présent, que ce soit dans votre vie amoureuse, amicale, dans un moment d'admiration artistique, qu'importe le flacon, peut-être pourvu qu'on ait l'ivresse, dans ce moment, au fond, le sujet, c'est d'être capable de sanctuariser un moment. Ce qui est bien montré, c'est que la musique d'ascenseur, la musique de fond sonore, la musique qu'on n'écoute pas ne sert à rien. Donc n'essayez pas, si vous avez une journée stressante, de vous mettre du piano en fond sonore, ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est à un moment de rompre un moment de tension, de rompre un moment de surmenage et de vous dire, bah, pendant 10 minutes, j'ai rendez-vous avec moi et puis éventuellement avec Mozart, avec Eric Satie ou avec Corelli. Et pour les musiciens, vous recommandez 30 minutes d'improvisation en cas de déprime. Oui, alors ça, là pour le coup, ça s'appuie sur des études qui sont des études de musicothérapie, qui ont pris des gens qui n'allaient pas bien, avec des vrais musicothérapeutes, et qui ont montré que le fait d'écouter de la musique, et encore plus de jouer ou d'improviser, avait un effet positif sur l'émotion, probablement aussi un effet cathartique. Vous voyez, vous allez improviser une mélodie triste et vous allez pouvoir faire sortir vos émotions. L'effet de l'improvisation sera d'autant plus net, ou l'effet de l'interprétation sera d'autant plus net que c'est accompagné de quelqu'un dont c'est un peu le métier. Si vous acharnez tout seul sur votre violon et que vous en tirez des cris de chat, vous allez peut-être voyez, indisposer votre entourage. Je n'ai pas de garantie sur l'humeur dans ce cas-là, quoi. Votre livre permet de vulgariser au sens le plus noble qui soit.
Il permet également de s'évader grâce à des métiers, peut-être de demain en tout cas, que vous avez inventés, comme les motologues, dont l'une des recommandations est de faire l'expérience de la bonne humeur, les motolibraires ou le bibliothérapeute. Je serai à Paris prochainement. Peut-être que je verrai ce camion jaune du côté de Bastille. J'aimerais bien. Ça, c'est une excellente idée si Madame Hidalgo l'entend, si elle nous écoute. Et au fil des pages, après avoir découvert les bienfaits de la musique, je me rends compte que la bonne humeur, c'est peut-être d'abord une affaire de flore intestinale, d'immunité et de gène. Alors, soyons quand même très précis. Il n'y a aucun déterminant unique de la bonne humeur. C'est pour ça que j'ai voulu faire un roman et pas une espèce de plaidoyer pour ma méthode. Mangez des yaourts, vous serez de bonne humeur. Prenez des un régime contre l'inflammation et vous serez de bonne humeur. Tous ceux qui vous disent j'ai trouvé la solution, globalement, ont tort. C'est multifactoriel. Mais le sujet est tellement important qu'il faut être précis. Sur les facteurs génétiques, il y a clairement des familles où il y a une surreprésentation de maladies dépressives. Mais jamais n'a été trouvé un gène de la dépression. On fait du conseil génétique en médecine hein, sur certaines maladies cancéreuses. On n'a jamais fait de conseil génétique, à ma connaissance, dans les idées de bonne humeur. Donc, il y a des facteurs génétiques, mais il n'y a absolument pas de fatalité. Il y a évidemment une intervention du microbiote et de la nutrition, mais là encore, aucun aliment, si on regarde de près les choses, n'a un effet euphorisant. C'est-à-dire, si vous croquez un cornichon ou de la salade, vous n'allez pas sortir dans la rue dans un état d'euphorie. Il y a clairement des choses autour de l'immunité. Ce qu'on sait, c'est que la santé du corps et la santé de l'esprit ne se séparent pas. Quand on est triste, on a plus de risques de faire des caillots, donc de faire des maladies cardiovasculaires. On a plutôt un état d'immunité avec un syndrome inflammatoire à minima. Mais vraiment, j'insiste, ne vous bourrez pas de compléments alimentaires, de régimes anti-inflammatoires. La bonne humeur se travaille avec des actions du quotidien. Et si vous aimez la musique, écoutez-en ad libitum et trouvez aussi des livres qui vont vous donner de la bonne humeur. Il se trouve que votre héroïne est une pianiste et vous invitez le lecteur, en fait, à lire ses émotions comme on lit une partition et surtout à ne pas chercher à maîtriser ses émotions, à les dominer. Bien sûr. La première chose, c'est qu'il faut accepter l'existence d'émotions. Il y a des maladies qui n'existent pas, vous savez, et qui nous rendent la vie compliquée. L'hypersensibilité n'existe pas. C'est un truc de magazine. Par contre, il y a un défaut qui existe, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie, l'incapacité à lire ses émotions. Donc, à chaque fois que vous ressentez une émotion forte, que vous êtes heureux, très gai dans une situation, très triste dans une situation qui doit l'être, vous allez bien. Un cerveau sain, un esprit sain, je ne sais pas si les émotions sont produites dans le cerveau ou dans l'esprit, est capable de produire des émotions et nous sommes capables de les repérer. On peut même avoir de l'empathie, c'est-à-dire repérer les émotions des autres. Là, il y a un immense écrivain qui était Albert Camus, et je cite L'étranger, le début de L'étranger d'Albert Camus. Ce matin, ma mère est morte. Je n'ai rien ressenti. Face à un deuil, celui qui est malade n'est pas celui qui est triste parce qu'il est normal d'être triste. Celui qui est inquiétant ou malade est celui ou celle qui ne ressent rien. Donc, ne médicalisons pas l'existence des émotions. Bien sûr qu'il y a des exemples de dépression, de maladie dépressive, mais toute émotion est plutôt un signe de santé mentale, de santé psychique. D'ailleurs, dans émotion, il y a le rappel de motion, qui est le mouvement. Tant qu'on a un esprit qui bouge entre des moments tristes et des moments gais, c'est plutôt bon signe. Dans votre livre, vous donnez 4 commandements pour aller plus loin dans cette aventure de la bonne humeur. Je les cite. Je suis conscient de ce qui m'arrive et je ne me juge pas. J'exprime ce qui me plaît et me rend heureux. Je me présente à moi-même et aux autres comme une personne de bonne humeur. Je reconnais que mon humeur est complexe. Oui.
Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a aujourd'hui une sorte de conformisme du pessimisme. Vous voyez, je vais de temps en temps sur des médias bien moins intéressants que le vôtre, qui sont par exemple des chaînes d'actualité, essayer d'avoir l'air un peu réjoui sur une chaîne d'actualité, on vous sort du plateau, vous voyez. On vous dit, mais vous n'avez pas compris la gravité de la situation politique, de la situation économique, et vous vous foutez de la planète. Enfin, aujourd'hui, l'optimiste ou quelqu'un qui se dirait aller à peu près bien est au minimum un naïf, au pire un irresponsable, presque un coupable. Vous voyez, il y a une sorte d'obligation collective à aller mal vis-à-vis de laquelle on peut un peu se rebeller. Vous savez, c'est Montaigne qui disait on a le droit d'être triste de temps en temps. Il est interdit d'aimer sa tristesse. Vous voyez. Arrêtons de cultiver. Vous en pensez quoi de l'avenir de la Ve République et de l'avenir de l'économie et l'Amérique? Vous voyez, on peut y passer tout un dîner avec des thèmes de lamentation. Là encore, un auteur définitif est Alain, qui nous dit le pessimisme est de nature. Tout nous pousse au pessimisme. En plus, notre vie a une fin, on est exposé aux maladies, enfin, tout ça, on le sait. L'optimisme est de combat. C'est pas parce que la nature du monde nous pousse au pessimisme qu'on n'a pas le droit de mener quelques petits combats optimistes. Et l'autre chose, pourquoi j'incite à une approche un peu volontariste, c'est que notre esprit est une machine à enregistrer les échecs et les mauvais moments et à oublier les bons. Quand vous avez perdu vos valises dans un aéroport, vous vous souvenez très bien de quel aéroport c'était, à quel endroit c'était, ce que vous avez dû faire parce que vous aviez pas de slip de rechange, etc. Donc ça, vous y êtes. Toutes les fois où vous avez trouvé votre valise assez normalement sur le tapis, vous ne vous en souvenez pas. Et c'est pareil sur tout le reste. Donc on a un effort à faire pour se remémorer ou donner de l'importance aux aspects positifs. Je rebondis sur le mot effort parce que, à vous lire, à vous écouter, j'en déduis, et je vais jouer sur un acronyme, que c'est tout un art, car vous nous recommandez l'acceptation, la reconnaissance et puis la transformation. Bien sûr. Acceptation, c'est vraiment très important. Je fais faire à Maria Gary, l'héroïne du bouquin, là, de l'aventure de la bonne humeur, un petit exercice qui est cruel chez une dame élégante, qui est de sortir de chez soi avec un pull troué et de supporter le regard négatif que les personnes peuvent porter sur elle. On a en thérapie aussi un truc que je livre dans le livre, et je vous donne plein de mes ficelles de thérapeute. C'est de se dire que les émotions négatives, c'est un peu comme les nuages. Mais vous, vous avez de la chance, vous êtes dans le sud, vous savez pas ce que c'est qu'un nuage à Montpellier, hein, vous avez oublié comment c'était. À Paris, voilà, si on regarde, on voit des nuages tout le temps, mais en même temps, on ne va pas vérifier leur présence. C'est un peu comme nos émotions négatives. Elles sont là, comme les nuages à Paris, mais on ne va pas être obligé d'en vérifier en permanence la présence. On accepte qu'ils soient là, on sait qu'ils sont là, ça ne va pas nous empêcher de faire autre chose. Il y a dans votre livre, vous venez de l'évoquer, des secrets de thérapeute que vous nous partagez, d'énormes pistes pour se prendre en main. Là, vous évoquiez l'exercice du pull troué dans le magasin. Il y en a d'autres comme faire un blason. L'exercice du blason, en tant que média trainer, je le propose aussi à mes clients, puisqu'il repose sur les valeurs, etc. Donc il y a beaucoup de choses extrêmement concrètes pour passer à l'action. Vous insistez sur la dimension ludique, sur la dimension de l'humour. Alors, je vais me permettre de vous taquiner. Vous-même, c'est quasi lacanien, le joyeux qui écrit un bouquin sur la bonne humeur. Ah, mais c'est vous qui êtes la cagna, cher ami. Mais vous avez raison. Écoutez, sur la question de l'inconscient et de l'apport de Freud, moi, j'aime pas les idéologies. Je n'aime pas l'idéologie du tout inconscient et je n'aime pas non plus une idéologie qui considérerait que ne pas croire ou ne pas appliquer ce qu'a pu apporter l'inconscient et la psychanalyse serait la panacée. Vous voyez, au fond, peut-être il y a des choses à garder, des choses vis-à-vis desquelles on peut être réticent. Je suis gêné par ceux qui se définissent uniquement par rapport à la psychanalyse en étant pro ou anti. Moi, je suis les deux, quoi, vous voyez. Dans vos recommandations, nous les avons entendues, le régime alimentaire, mais aussi un changement de régime de vie, avoir des vrais amis aussi. Il y a de magnifiques passages là-dessus. J'ai été surpris. Vous ne parlez pas de la relation qu'on pourrait avoir avec un animal,
un animal de compagnie, ou pourquoi pas un pigeon ou une fourmi, et qui là aussi pourrait jouer sur la bonne humeur. Il y a plein d'études là-dessus. Bien sûr, ce sera le tome 2 sur les animaux, mais évidemment que la relation à l'animal de compagnie est importante. Si je devais un tout petit peu vous taquiner sur le sujet de l'animal de compagnie, ma seule limite est que je vois quelquefois la relation à l'animal de compagnie masquer une phobie sociale. C'est-à-dire, je vois des gens s'investir très fortement dans la relation avec un animal de compagnie, ce que je trouve très bien, par un peu peur du regard de l'autre. Moi, j'ai un peu envie de vous inciter à sortir de chez vous et à aussi aller danser, aller déjeuner, aller... il faudrait pas que l'animal de compagnie soit une espèce de, vous voyez, de masque de solitude. Mais ça ne l'est souvent pas, mais quand ça l'est, notamment en thérapie, moi je dis c'est très bien l'animal de compagnie, mais on ne s'arrête pas là dans les interactions sociales, quoi. Nos congénères sont pas mal non plus, quoi. Vous voyez, voilà. Vous connaissez peut-être cette expression en tenir un grain pour qualifier celles et ceux qui mériteraient d'aller voir un psychiatre comme vous. Vous invitez le lecteur à tenir un grain de raisin en main. Oh, c'est très drôle, mais vous êtes très très lacanien, cher ami. C'est vous qui êtes lacanien. Et Montpellier était une fac lacanienne, j'y étais en bon, psycho. ah ouais, c'est ça, ouais. Donc l'empreinte est encore là, mais il y a encore des choses tout à fait passionnantes chez Lacan. Oui, sur cette histoire de grain, effectivement, pour se fixer sur l'instant présent, c'est pas naturel. Si je dis par exemple, vous voyez, celles et ceux qui nous écoutent, s'ils arrêtent cette vidéo et qu'ils disent je vais essayer de me concentrer sur l'instant présent, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, on va être assailli de pensées parasites, de plein de choses. Donc, on a besoin de supports pour y arriver. Un des supports peut être, et je le détaille étape par étape, un grain de raisin, un carré de chocolat, une musique, en sachant qu'il est normal que l'esprit n'en fasse qu'à sa tête, si j'ose dire, je vais me mettre moi aussi à parler lacanien, et que au fond, quand on lui demande de se concentrer, il fait tout l'inverse. Jusque-là, tout va bien. Allez, je terminerai sur le schéma particulièrement éclairant en fin de livre en page 332 sur les toxiques de l'humeur. Il y en a d'autres, mais celui-ci m'a marqué parce que c'est un bon repère et ça synthétise ce que nous venons de partager. Vous mettez l'attention sur les modes de vie, avec l'alcool, le tabac, la sédentarité, également le travail, faire attention au surmenage autant qu'à l'inaction, et puis également au mode de pensée, donc les croyances, le perfectionnisme, les regrets. Alors, sur le travail, donc le travail reste quand même une grande manière de se distraire, vous voyez. Moi, je fais des livres en plus de mon travail à l'hôpital. Vous faites ce temps, ce podcast, et voilà. On a tous envie de faire des choses pour se distraire. Par contre, sur les modes de pensée, je dirais qu'il y a deux manières de s'aider. La première, et moi je vous tiens la main dans le livre pour le faire, c'est de lire Platon. Parce que Platon est un grand pédagogue du doute. Platon vous apprend à remettre en cause vos certitudes. Il y a tout un dialogue de Platon dans lequel j'accompagne le lecteur, et puis il y a plein d'autres philosophes comme ça. Et puis il y a une technique encore un peu plus simple, un peu plus concrète, qui est de se dire, par exemple, j'arrive dans un endroit, vous qui êtes un média trainer hors compétition, j'arrive dans un endroit, je me trouve nul, je me dis oh là là, j'ai pas répondu à toutes les questions, j'ai pas bien répondu. Une des petites stratégies qu'on a, vous me direz si vous la validez ou pas, si soit le lacanien, soit le média trainer la valide, l'un ou l'autre, c'est de se dire au fond, cette croyance-là est une voix étrangère qui se trompe. Et je vais petit à petit passer d'un raisonnement qui me pollue ma manière de réfléchir à quelque chose que je considère comme une voix étrangère. C'est excellent. Je vais pouvoir me référer à vos propos et puis renvoyer à notre podcast et surtout à votre livre, L'aventure de la bonne humeur. Un grand merci, professeur Michel Dejoyeux. Merci à vous et à bientôt. Voilà, ainsi se termine cet entretien avec le professeur Michel Lejoyeux pour son livre L'aventure de la bonne humeur. C'est chez Robert Laffont. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à le partager et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.